« 1914. À travers toute l'Europe, les soldats partent pour le front. Le correspondant britannique Philip Gibbs envoie son article à Londres. Au cours de ces premiers jours de guerre, j'ai vu de nombreuses scènes d'adieu. Des centaines de femmes mêlées à la foule, agitant leurs mouchoirs. La douleur de la séparation oubliée, l'enthousiasme et la fierté qui emplissaient les cœurs des hommes partant défendre leur pays et leurs traditions. Je n'ai vu aucune larme, à l'exception des miennes. J'étais la proie d'une émotion qui me faisait frémir, car au-delà du faste de la cavalcade, je voyais déjà les champs de bataille. Je sentais déjà l'odeur fétide du sang, car j'avais connu la fange et la misère de la guerre. J'avais vu les convois de blessés se traîner sur les chemins semés d'ornières. Les hommes autrefois beaux et forts, devenus hideux d'avoir enduré tant de souffrances. L'Allemagne appelle à la mobilisation générale. Walter Limmer, un jeune étudiant, ne cache pas sa joie. 3 août 1914, j'ai enfin reçu mon ordre de mobilisation. Chère mère, je t'en prie, essaie de garder à l'esprit ce dont j'ai moi-même pris conscience. Si en cette heure nous ne pensons qu'à nous et à nos proches, nous serons petits et faibles. Nous devons avoir une vision plus large des choses, penser à notre nation, à notre patrie, à Dieu. Partout en Europe, les hommes appelés aux armes embrassent leurs familles et se hâtent de rejoindre le front. Notre marche jusqu'à la gare fut un moment terriblement exaltant. C'était comme si nous vivions en cette heure d'exception bien plus que ce qui nous est donné de vivre en des mois et des années d'existence. Ce fut une heure comme il en existe rarement dans la vie d'une nation. La stratégie allemande, le plan Schlieffen, est parfaitement chronométré. Sur le front Est, l'armée allemande tiendra les Russes à distance. À l'Ouest, elle évitera les lignes de fortification françaises en passant par la Belgique pour se déployer en un vaste arc de cercle jusque dans le sud de Paris. L'armée française se retrouvera ainsi piégée entre Paris et sa propre frontière. En 6 semaines, la guerre sur le front Ouest sera terminée. L'armée allemande n'aura plus alors qu'à se tourner vers la Russie. Le Kaiser résume le plan Schlieffen en une phrase. Déjeuner à Paris, dîner à Saint-Pétersbourg. Mes chers parents, soyez fiers de vivre à une telle époque et dans une nation comme la nôtre. Et d'avoir, vous aussi, le privilège d'envoyer quelques-uns de vos proches participer à ce glorieux combat. C'est une joie de partir au front avec de tels camarades. Nous ne pouvons que remporter la victoire.
Le 4 août 1914 au matin, la cavalerie allemande entre en Belgique. De l'autre côté de la frontière, les forces belges, une petite armée mal équipée. Elle se retrouve face à l'armée la plus puissante du monde, une armée 10 fois supérieure en nombre. L'espoir de la Belgique repose sur la ligne de fortification qui protège Liège, la première grande ville passée la frontière. Mais les fortifications de Liège pèsent bien peu face à l'arme secrète allemande, la Grosse Bertha, le plus grand mortier jamais construit. Les citadelles d'acier et de béton que l'on pensait jusqu'alors imprenables ne résistent pas aux obus d'une tonne de la Grosse Bertha. Le fort est en ruine. Nous sommes dans l'obscurité la plus complète et nous pouvons à peine respirer à cause des gaz toxiques. Les Allemands nous demandent de nous rendre, plutôt mourir que de nous rendre. Les troupes allemandes envahissent les plaines belges et rencontrent une résistance inattendue, des tireurs embusqués. Avec la participation des populations civiles au combat, la guerre en Belgique prit très vite une tournure terrifiante. Le soldat allemand Fritz Nagel voit la peur de ses camarades de combat dégénérer en acte de représailles contre des innocents. Tant qu'ils ne tiraient pas, on ne savait jamais où ils étaient. À la moindre occasion, ils abattaient les soldats allemands. On pouvait difficilement se défendre contre ces attaques, car les civils, il y en avait partout, dans les rues comme dans les maisons. C'était terriblement éprouvant, et les soldats allemands se vengeaient de ces embuscades par d'impitoyables massacres. Lors de notre marche sur Louvain, nous avons croisé des civils effrayés qui, en signe de capitulation, levaient les mains en l'air. Ces hommes, ces femmes et ces enfants terrifiés faisaient peine à voir. Pourtant, les soldats allemands n'étaient guère plus rassurés. Lorsqu'il est devenu clair qu'une partie de la population prenait les armes, l'état-major allemand a immédiatement donné des ordres très clairs. Il fallait réagir très durement afin d'étouffer dans l'œuf ce mouvement de résistance. C'est ce qui a provoqué cette vague de violence et d'atrocités à l'encontre des populations civiles. Pour tout soldat allemand abattu, 10 civils belges seront fusillés. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants innocents sont
Les atrocités commises par les Allemands font bientôt le tour de l'Europe. Amplifiées par la rumeur, elles se transforment en d'insoutenables visions d'horreur. Les soldats allemands deviennent aux yeux des populations assiégées de terribles barbares, à l'égal des Huns. Une image qui fait bientôt son apparition dans les journaux de l'époque. Les correspondants de guerre britanniques ont vu en Belgique les corps d'enfants assassinés, les pieds calcinés. Les actes de barbarie ont été commis par des soldats allemands dont les propres enfants ont l'âge de ces innocents qu'ils torturent. Les sévices infligés aux petites filles et aux femmes belges sont d'une telle sauvagerie que la pudeur nous empêche d'en publier les détails. Ces histoires, qui très rapidement se répandent dans la presse, forment la base de ce qui, très probablement, fut la première vraie campagne de propagande dans l'histoire de l'humanité. Ce qui offrit aux Alliés une arme redoutable, car ces histoires suggéraient que les Allemands commettaient ces atrocités non pas parce qu'ils étaient soldats et qu'ils occupaient la Belgique, mais parce qu'ils étaient Allemands. Il y avait quelque chose de génétique dans leur cruauté, et dans l'imagerie populaire, les Allemands devinrent très vite de véritables Huns. Si les Belges n'ont pu arrêter l'avance des troupes ennemies que de quelques jours, cette bataille est pour l'Allemagne lourde de conséquences. Elle reste associée à l'image d'une nation conquérante, ayant violé la neutralité d'un petit pays sans défense, une image qui va la hanter durant de longues années. De toutes les grandes puissances européennes, la Grande-Bretagne est la seule à se battre avec une armée de volontaires. Mais le ministre de la Guerre, Lord Kitchener, réalise très vite que les effectifs de l'armée régulière sont largement insuffisants. La guerre, estime-t-il, durera au moins 3 ans. L'armée britannique va devoir faire appel à des millions de recrues. Dans les mairies, les églises, on exhorte les hommes à prendre les armes pour défendre leur pays. Le Yorkshire Post raconte comment un match de football s'est transformé en une véritable opération de recrutement. Les spectateurs du match de football qui se déroulait hier soir à Leeds ont été témoins de scènes particulièrement exaltantes à la fin de la rencontre. Accueilli par les hurrahs et les vivas d'une foule de 4000 personnes, le discours de M. le maire a été suivi sur le terrain par une bousculade pleine d'enthousiasme. De jeunes hommes robustes sont descendus des gradins pour recevoir un brassard de ruban aux couleurs de la nation. Ils sont appelés à se couvrir d'une gloire impérissable sur le champ de bataille. Quand les spectateurs quittèrent le terrain, le nombre de volontaires s'élevait à 149. La femme de Monsieur le maire a alors pris la parole pour inviter 51 autres personnes à se porter volontaires. Sous les applaudissements de la foule en délire et sur l'air de « It's a long way to Tipperary », le quota fut rapidement atteint. Du terrain de football, les jeunes volontaires se rendent directement à la mairie pour s'engager. Les volontaires doivent être en bonne santé, avoir de bonnes dents et être âgés de 19 à 30 ans. « Rejoignez vos camarades » devient bientôt le slogan de recrutement. Le mouvement des camarades en Grande-Bretagne a très vite pris une ampleur considérable.
C'était une question de fierté civique et collective que de lever des bataillons de camarades qui allaient s'engager ensemble, être formés ensemble et se battre ensemble. Et dès la fin du mois de septembre 1914, Kitchener avait déjà sa grande armée. Alors je lui ai dit, bon, je me suis engagé, il n'y a plus rien à faire. Et là, elle m'a répondu, désolé, mais il va falloir que tu choisisses, c'est moi ou les camarades. Très bien que je lui ai dit, alors ce sera les camarades. Quand ils m'ont demandé ma taille, ils ont eu l'air d'hésiter. Je ne fais qu'1m67 et de peur de ne pas être pris, j'avais rempli mes chaussures de papier. J'ai dit, j'ai 6 de mes camarades qui se sont engagés, tous des joueurs de football. Ils ont insisté auprès du médecin pour que je puisse partir avec eux et je me suis retrouvé dans l'armée, un nain parmi les géants. Then he drank to his paw and went away to war, counting out these pathetic words. Goodbye, goodbye, oh I'm so deep, baby dear, how can I? So hard, I know, I'll be bigger than death to go, so right. Avec la déclaration de guerre, c'est la foudre qui est tombée. En l'espace de quelques jours, Paris s'est métamorphosé comme ensorcelé. Le silence s'est abattu sur Montmartre. Et les musiciens, les traits bouleversés par la peur, ont remballé leurs instruments pour rejoindre en toute hâte Berlin, Vienne ou Budapest. Sous les ponts, les eaux de la Seine coulaient, paisibles. Les femmes se terraient dans leurs chambres, se demandant comment diable elles allaient pouvoir continuer à vivre, maintenant que leurs amants étaient partis au front. Le journaliste Philippe Gipp se trouve en France quand la guerre éclate. Il n'est pas autorisé à suivre l'armée et doit rester à Paris, d'où il rédigera ses articles. Il n'y eut aucune explosion de ferveur nationaliste. Aucune manifestation de haine contre l'Allemagne. Que ce fût à Paris ou dans n'importe quelle autre ville de France. L'appel aux armes se fit dans le plus grand silence, loin des clairons et des discours solennels. Paris était plongé dans un calme stupéfiant. Ce n'est pas la première fois que la France part en guerre contre l'Allemagne. En 1871, l'Allemagne victorieuse a arraché à la France 2 de ses régions les plus riches, l'Alsace et la Lorraine. En 1914, une nouvelle génération de Français est appelée à défendre l'honneur de son pays. Le flot continuel coule vers la mort. Des soldats passent, chantant et criant « À Berlin !» D'autres défilent en silence, l'air féroce et déterminé. Sur ce spectacle de désolation brillait un soleil éclatant, indifférent aux souffrances de la terre.
Madame Camille Drumont, une aristocrate française, est l'une des millions de mères à voir son fils partir à la guerre. Le soir est tombé, et dans la quiétude retrouvée, je pense plus que jamais à toi, mon très cher fils. Où es-tu? Que fais-tu? Ce matin, je suis allée dans le salon, et mes yeux sont tombés sur ton violon. J'ai éclaté en sanglots et j'ai quitté la pièce en courant. Comme beaucoup de Françaises, Madame Drumont n'est pas prête pour une nouvelle guerre. Mais le commandant en chef des forces armées françaises ne partage pas cet avis. Joseph Joffre est un partisan de l'offensive à tout prix. Il considère la vitesse et le courage comme essentiels, et l'artillerie lourde comme un obstacle. La baïonnette, dit-il à ses soldats, est l'arme suprême de la victoire. Le rôle des soldats d'infanterie, avec leurs baïonnettes fixées au canon de leurs fusils, est de terrifier l'ennemi en brandissant leurs lames d'acier. On se dit qu'une troupe chargeant baïonnette au fusil aura l'air tellement cruelle et se conduira avec une telle férocité que l'ennemi ne pourra que reculer devant la bravoure et le courage de ses combattants. Sous le soleil blafard du jour naissant, ils sont arrivés par les ponts armés de fusils étincelants. De loin, les manteaux bleus et les pantalons rouges des fantassins les faisaient ressembler à des soldats de plomb sortis d'une boîte de jeux pour enfants. Je fermais les yeux pour échapper aux éclats aveuglants de ce vaste kaléidoscope. À quoi bon ce déferlement d'hommes en armes? À quoi bon? Puisque d'ici un jour ou deux, une autre vague de soldats les aura emportés. Joffre est, lui, bien décidé à vaincre l'Allemagne et à reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Sous-estimant la force de l'armée allemande mobilisée dans l'invasion de la Belgique, les Français poursuivent leur progression vers l'Est. Parmi ces Français se trouve un jeune soldat du nom de Paul Linthier, qui s'apprête à mener son premier combat. Une sensation d'étouffement me prit à la gorge. L'heure était venue pour moi de sacrifier ma vie. Mon corps ensanglanté serait bientôt étendu sur le champ de bataille. J'avais l'impression de le voir. C'était la fin. Je ne l'aurais pas attendu longtemps. Je n'ai que 21 ans. Le courage de Paul Linthier n'est pas de taille à lutter contre l'artillerie lourde et les mitrailleuses allemandes. Son régiment se déploie en formation de combat et marche à découvert vers les lignes ennemies. Les obus continuaient de pleuvoir au-dessus de nos têtes. L'ennemi avançait. Des bataillons entiers de fantassins reculaient. Nous avions perdu la bataille. Au XIXe siècle, la tradition de l'armée était de se sacrifier pour la nation. Et au début du XXe siècle, cet état d'esprit prévalait encore. Les couleurs voyantes des fantassins, le rouge des pantalons et des casquettes notamment,
était à l'image de cette vision très héroïque de la guerre. Cela aurait été un signe de lâcheté que de se battre vêtu de vert, car c'était une couleur que l'ennemi n'aurait pas pu voir. Il fallait en somme se battre à découvert. En l'espace de 4 jours, plus de 40 000 soldats français sont tués. Le 22 août 1914, la date la plus sanglante de toute l'histoire militaire française. 27 000 d'entre eux périssent. L'armée française bat bientôt en retraite. Nous éprouvions un terrible sentiment de honte en traversant ces villages que nous étions incapables de défendre. Des villages que nous abandonnions à la fureur de l'ennemi. Tandis que l'armée française recule, Joffre prévient son gouvernement. D'ici une douzaine de jours, les Allemands seront aux portes de Paris. La ville est-elle prête à soutenir un siège ? Demande-t-il. Tous ceux qui le peuvent fuient devant l'avance des troupes allemandes. Les trains et les routes débordent de réfugiés. Madame Drummond les regarde défiler sous ses fenêtres. On ne peut imaginer plus sinistre que ce flot de réfugiés marchant sur les routes de France. Nous les avons vus passer devant nos maisons, venant de Dieu sait où, entassés sur des charrettes, avec leurs animaux, leurs literies et toutes leurs affaires. Ils étaient passés par Paris, leurs chevaux tombant littéralement de fatigue, pour chercher refuge dans quelque endroit accueillant. Quant à savoir où, ils n'en avaient pas la moindre idée. Leur seule obsession était d'aller le plus loin possible, jusqu'au bout de la terre. Les Allemands se rapprochent de Paris. Camille Drummond décide elle aussi de fuir. Elle prend un train en direction des côtes françaises. Des trains remplis de soldats et même de blessés se retrouvaient immobilisés comme nous, sur des lignes parallèles. Tout ce désordre faisait naître en nous la panique, la terreur du troupeau humain qui, pour échapper à l'ennemi, se jette tête première dans l'inconnu. Un autre train avait été arrêté, et sous le clair de lune, ces deux convois ressemblaient à de longs cortèges funèbres. Je pleurais, le visage dans les mains. Soudain, un chant d'une exquise beauté déchira la noirceur de cette nuit tragique. La voix venait de l'autre train. C'était celle d'un homme qui chantait un air de la damnation de Faust. Cette chanson chassa les sombres pensées et le désespoir qui m'accablait. Au clair de lune, au milieu de toute cette misère, de cette détresse humaine, c'était sublime. Alors que les réfugiés fuient la guerre, la force expéditionnaire britannique commence à traverser la Manche.
Parmi ces hommes se trouve un jeune Irlandais de 20 ans, John Lucy. Bien avant la guerre, lui et son frère se sont engagés dans l'armée pour échapper à l'ennui d'une vie toute tracée de fermiers irlandais. Nous en avions assez de nos pères, des conseils de nos proches, de l'école et des petits chefs. Le bétail, la volaille, les œufs, le beurre, le bacon et les discussions politiques nous remplissaient de dégoût. Au diable tout ça. Débordant de vie, nous rêvions d'aventure, nous rêvions de déployer nos ailes. L'aventure, nous l'avons eue. Nous nous sommes engagés. Au début, nous ne comprenions rien aux événements qui agitaient le continent. Qui devions-nous combattre? Les Français, les Russes ou les Allemands? Quelle importance? Quelques rafales de tirs rapides, suivies d'une charge irlandaise à la baïonnette, auraient vite fait de régler les choses. Le 22 août, John Lucy et ses camarades arrivent à Mons, en Belgique. Le lendemain, ils se retrouvent face à des forces allemandes 3 fois supérieures en nombre. En rang serré et à découvert, les Allemands chargent par vagues successives, confirmant à chaque fois leur avance. La violence des tirs était effroyable. Même le plus mauvais des tireurs ne pouvait manquer sa cible. Nos camarades tombaient lentement sous le feu des tirs ennemis. Et le premier choc passé, nous qui restions debout étions remplis d'un sentiment de force invincible et de plaisir. Le lendemain, pourtant, John Lucy apprend avec stupéfaction que l'armée britannique a reçu l'ordre de battre en retraite. Les soldats qui s'étaient battus à Mons pensaient s'en être bien tirés. Ils avaient tout de même réussi à arrêter l'avance allemande pendant quelque temps. Et le fait que malgré tout ils aient dû battre en retraite, cela a dû ajouter à leur frustration et à leur épuisement. Il est vrai que les forces en présence étaient totalement inégales. Les Britanniques n'étaient pas assez nombreux pour tenir tête aux troupes allemandes, surtout qu'ils venaient tout juste d'arriver sur le front. Nous étions épuisés, jusque dans la moindre cellule de notre corps. Les hommes dormaient debout et rêvaient en marchant. Ils parlaient de leur famille, de leurs femmes et de leurs mères, de leurs modestes ambitions, des soirées passées à boire de la bière dans l'atmosphère chaleureuse des pubs. Ils parlaient de leurs espérances. Leur cerveau s'embrumait tandis que leurs pieds continuaient d'avancer, machinalement. Malgré leur progression, les troupes allemandes sont elles aussi au bord de l'épuisement. Tandis qu'elles s'engagent toujours plus avant en territoire français, des brèches apparaissent dans leur ligne de front. Pour les colmater, les Allemands n'avancent plus vers l'ouest comme prévu, mais se dirigent vers l'est de la capitale. Bientôt, ils ne seront plus qu'à 40 km de Paris. Profitant de cette manœuvre, les troupes françaises peuvent enfin attaquer l'armée allemande sur son flanc découvert. S'ils échouent, les Français perdent non seulement Paris, mais aussi la guerre. Paul Lintier a la surprise de voir que même les taxis ont été réquisitionnés pour partir au front. Dans les taxis, j'aperçus des soldats endormis, la tête en arrière. Blessés ? Demanda quelqu'un. Non, lui répondit-on d'une voiture. C'est la 7e division de Paris qui part au front. C'est la célèbre bataille de la Marne. Une offensive qui va durer 6 jours et mobiliser 2 millions d'hommes pour finalement entraîner le repli des forces allemandes. Paris est sauvé. Le plan Schlieffen a échoué. Cette offensive marque le début d'une nouvelle guerre. Face à un armement moderne,
les soldats abandonnent la charge à découvert telle qu'elle était pratiquée au XIXe siècle et se mettent à creuser des centaines de kilomètres de tranchées. C'est l'impasse. C'était la première fois que les Britanniques se retrouvaient confrontés à la réalité des tranchées. Ils ne comprenaient absolument pas pourquoi ils n'avaient pas réussi à faire reculer les Allemands, à percer la défense ennemie. C'était pour eux quelque chose d'entièrement nouveau. « 400 000 soldats français ont été tués pour aboutir à l'impasse. Du côté allemand, le nombre des victimes est tout aussi effroyable. L'armée britannique, elle, est réduite à néant. John Lucy a survécu, mais pas son frère. Je rêve de lui la nuit. Je l'ai même vu une fois les mains posées sur mes épaules, qui me disait qu'il allait bien. Je me suis senti soulagé après ce rêve étrange. J'étais bien trop là pour apprécier ma propre chance. Mes yeux affaiblis s'égaraient, errant sur les corps à moitié ensevelis d'hommes parfois très jeunes. Je les regardais à la fois fiers et terriblement tristes. Les familles Mac, Os et tous les courageux garçons d'Ulster réunis dans la mort sur un champ de bataille étranger. Mes camarades morts. Sur le front ouest, les armées ennemies poursuivent leur progression. À l'est, les civils allemands abandonnent leurs maisons pour tenter d'échapper à un nouveau péril. Les troupes russes, mobilisées bien plus rapidement que prévu, envahissent l'Allemagne pour soutenir la France. L'Allemagne doit maintenant se battre sur 2 fronts. En nombre, l'armée russe est 4 fois supérieure aux forces allemandes. Pourtant, ces troupes sont loin d'être aussi menaçantes que leur importance ne le laisse supposer. L'armée russe est dangereuse sans l'être vraiment. Elle vient tout juste de connaître un développement vertigineux, ce qui pose un problème au niveau de l'infrastructure militaire. Trop peu d'officiers, encore moins de sous-officiers et surtout des soldats qui sont des paysans sans entraînement. Le courage de ces hommes ne va pas suffire à remédier aux faiblesses de l'armée russe. Les munitions de l'artillerie sont rationnées. Des soldats partent au combat sans même un fusil. Les commandants russes Pavel Rennenkampf et Alexander Samsonov ne s'adressent plus la parole. Pour contourner une région de lacs qui s'étend sur 80 km, les généraux russes décident de diviser leur armée en 2. Une décision qui s'avère fatale. Les Allemands se dirigent alors vers le sud et, plus nombreux, encerclent l'armée de Samsonov. C'est la bataille de Tannenberg. La défaite de l'armée russe au cours de la campagne de Prusse orientale, ce que vous appelez à l'ouest la bataille de Tannenberg, cette défaite est due essentiellement à l'incompétence des généraux russes qui menaient cette campagne. Ils ont commis de graves erreurs, qu'ont su exploiter les généraux allemands Hindenburg et Ludendorff. Les mitrailleuses allemandes étaient implacables.
Dès que les soldats russes se levaient pour faire feu ou pour avancer au milieu des champs de pommes de terre, ils étaient immédiatement fauchés. La mission du colonel britannique Alfred Knox est d'observer l'avancée des forces russes. Il va assister impuissant à l'anéantissement de l'armée de Samsonov. Samsonov ne cessait de dire combien le déshonneur d'une telle défaite lui était insupportable. Le tsar me faisait confiance. Comment pourrais-je me présenter devant lui après un tel désastre? Il s'éloigna de ses hommes et l'on entendit un coup de feu. Ces soldats n'ont jamais découvert son corps, mais tous sont certains qu'il s'est donné la mort. La bataille de Tannenberg reste la plus grande victoire allemande de la Première Guerre mondiale. 100 000 soldats russes prisonniers, 30 000 autres tués. Plus les armes deviennent meurtrières, plus les soldats font preuve d'imagination pour s'en protéger. Visière en maille métallique pour se protéger les yeux des shrapnels. Armure par balle. Blindage mobile pour traverser le No Man's Land. Des inventions qui n'offrent somme toute que bien peu de protection. Le mieux qu'ils avaient à faire était encore de creuser des tranchées. D'abord, ça sentait très mauvais, et ça sentait mauvais parce qu'il y avait des latrines ouvertes un peu partout que les soldats n'utilisaient pas toujours d'ailleurs. Et surtout à cause des corps en décomposition. Et puis, il y avait les rats. Ils menaient la vie dure aux soldats autant du côté allemand que britannique. Ils mangeaient les cadavres, se blottissaient contre vous pendant que vous dormiez. Alors, les soldats se mirent à observer le ciel pour se distraire. Ils ne voyaient jamais l'ennemi. Tout ce qu'ils voyaient, c'était le ciel au-dessus de leur tête. J'ai un petit chez-moi bien trempé au fond d'une tranchée, que les pluies ne cessent d'inonder. Tout près, le cadavre d'une vache lève les pieds au ciel et dégage une puanteur terrible. Sous mes pieds, en guise de plancher, un parterre de paille et de gadou. Mais avec les obus qui éclatent à côté, rien ne peut égaler mon petit chez-moi bien trempé au fond de la tranchée. Dans chaque camp, les soldats trouvent des moyens pour limiter le nombre des victimes. Les ordres étaient clairs. Il fallait mener la vie dure à l'ennemi et lui envoyer tous les jours un certain nombre d'obus. Mais on se débrouillait pour ne pas les envoyer pendant que les Allemands dînaient, par exemple. On ne tirait pas sur un endroit dont on savait pertinemment qu'il ferait beaucoup de victimes dans le camp ennemi. Si vous ne faisiez pas trop de mal à l'ennemi, il ne vous en ferait pas trop non plus et vous pourriez vivre un jour de plus. Le 24 décembre 1914, les températures sur le front ouest descendent au-dessous de zéro. Par endroits, la neige se met à tomber, obscurcissant le clair de lune. Puis, soudain, les Britanniques voient des lumières s'allumer sur les lignes allemandes.
Tandis qu'ils se préparent au combat, ils entendent des chants s'élever au-dessus du No Man's Land. On entendait les Allemands chanter « Stille Nacht, Heilige Nacht ». Et les Britanniques répondaient par un chant de Noël anglais. Il est arrivé par endroits que des soldats envoient de la nourriture dans les tranchées ennemies, et même que des soldats allemands dressent des sapins de Noël. Les hommes des deux camps éprouvaient une certaine curiosité envers l'ennemi, et certains applaudissaient même les chants qui s'élevaient des tranchées opposées. En un ou deux endroits, le jour de Noël, les plus curieux et sans doute les plus intrépides des soldats des deux camps ont sorti la tête de leurs tranchées. Et après s'être assurés que l'ennemi ne leur tirait pas dessus, ils se sont mis prudemment à escalader hors de la tranchée. Le capitaine Charles Stockwell est l'un des premiers à participer à cet étrange rituel. Quand je suis sorti de la tranchée en courant, j'ai entendu les Allemands crier « Ne tirez pas! Nous ne voulons pas nous battre aujourd'hui. Nous allons vous envoyer de la bière. » Un officier allemand est alors apparu et s'est mis à marcher au milieu du No Man's Land. Je me suis dirigé vers lui sous les acclamations des soldats des deux camps, puis arrivés l'un devant l'autre, nous nous sommes salués. Il s'est présenté comme le comte machin chose et m'est apparu comme un homme tout à fait convenable. La trêve de Noël fut le dernier sursaut du 19e siècle. Je veux dire par là que ce fut le dernier moment où, publiquement, on s'est comporté comme si on avait en face de soi des gens bien. C'était en quelque sorte la dernière fois que l'on affichait sa foi en un monde meilleur, sa foi en l'être humain. 26 décembre, 8h30, je tirai 3 coups de fusil en l'air et je fis hisser un drapeau sur lequel on pouvait lire « Joyeux Noël ». Au-dessus des lignes allemandes, flotta bientôt un drap où était écrit le mot « Merci ». Puis le capitaine allemand apparut au-dessus du parapet. Nous nous sommes salués. Puis il a tiré 2 fois en l'air. La guerre avait repris.